Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Ce soir, je reçois deux jeunes pour parler cinéma. On en parle dans Cosmo Réunionnais. L'une a 16 ans, l'autre a 17 ans. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Jesmi. Et bonsoir à Célia Berby-Maillot. Bonsoir. Quelle classe et quel âge? Je suis en terminale et j'ai 16 ans. D'accord. À quel lycée? Au lycée Jean Inglo, du Port. D'accord. Koulsoum, je sais que vous avez dû rater des cours pour venir dans cette émission. Alors, je vous laisse présenter votre invité. Alors, Célia Berby-Maillot, elle fait partie de ce qu'on appelle au lycée l'option cinéma. Donc, elle est dans l'option cinéma. Et son lycée, le lycée Jean Inglo, cette année, est passé de l'option cinéma à l'aspect cinéma. C'est-à-dire que, bientôt, les futurs élèves pourront présenter le cinéma. Mais Célia, elle a commencé par l'option. Alors, pourquoi ce choix au départ? Alors, j'ai commencé l'option en seconde, depuis mon entrée au lycée. Tout d'abord parce que c'est une passion pour moi, le cinéma. Depuis que je suis toute petite, je me rappelle de maman qui m'emmène au cinéma quand j'avais 3 ans. J'étais pas trop passionnée, mais juste l'effet d'être dans la grande salle, les grands écrans. Et ça a toujours été une passion pour moi, le cinéma. Et du coup, je me suis plutôt lancée dans le cinéma pour ça au départ. Et petit à petit, mon rêve de métier s'est transformé grâce à cette étude du cinéma approfondie au lycée. Voilà, donc il y a 3 professeurs qui s'occupent de cette option, et avec l'un d'entre eux, vous avez produit ce film qu'on verra après. Alors, de quoi il parle? Alors, c'était avec Monsieur Apollodorus, c'était dans mon année de première, c'est-à-dire l'année dernière. Et on s'est intéressé du coup sur le bagne de l'Îlette à Guillaume, qui est une histoire qui a été longtemps oubliée par les Réunionnais. Je ne savais pas qu'il y avait eu un bagne à La Réunion. Et je ne savais pas ce qu'était un bagne avant. Et du coup, le bagne de l'Îlette à Guillaume, c'était, on va dire, une sorte de... c'était quelque chose... Maison de correction pour les jeunes. Oui, une maison de correction pour les jeunes, qui était tenue par les frères Puritains, je crois. Oui. Oui, qui étaient tenus par eux. Et du coup, c'était des élèves qui étaient... des enfants qui étaient trouvés dans la rue, qui, soi-disant, n'étaient pas dans le bon chemin parce qu'ils vadrouillaient dans la rue. Et du coup, ils étaient apportés par ses frères et faisaient des travaux manuels pour être remis dans le droit chemin. Oui, les travaux manuels, voilà. Ils ont quand même construit un pont. Cette route qui mène escarpée. Je ne sais pas si... Et on a eu... On va juste préciser de quelle route il s'agit. De la route de l'Îlette à Guillaume. De l'Îlette à Guillaume. Voilà. Le sentier. Le sentier qui monte. Voilà. Et parce qu'elle était au bord de la falaise avant. Et donc, on ne pouvait pas se déplacer pour y aller, où c'était très dangereux. Il y avait quand même... Il a fallu creuser dans la montagne. Oui, exactement. Et même quand on y va maintenant, on se rend compte que le chemin est quand même assez restreint et on comprend que ça devait être dur pour des élèves, des enfants de mon âge, de construire des chemins comme ça. Alors, je vais juste revenir sur un point d'histoire, parce que actuellement, la société française et réunionnaise se réveille un petit peu pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'était vraiment cet endroit, qu'est-ce qu'on y faisait. Alors, pour ceux qui cherchent à connaître cet épisode de l'histoire de la Réunion, c'était un endroit qui n'était pas vraiment plaisant à vivre. Non. On y envoyait les jeunes qui étaient dans des dérives. Comme a dit Célia, les personnes qu'on ramassait dans les rues, mais il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des gens qui étaient malheureusement, accros à l'alcool et qui se retrouvaient là-bas parce qu'il fallait un endroit. Il fallait d'abord nettoyer les rues et un endroit pour les mettre. Donc, c'est un endroit où il y a eu des moments très difficiles pour ceux qui y sont, quoi, et ceux qui ont été, quoi. D'ailleurs, dans le reportage, on voit des photos que vous avez insérées, des photos d'enfants, et on voit leurs côtes. On voit vraiment qu'ils sont très, très, très affamés. On s'imagine même les sévices corporels qu'ils ont pu avoir, physiques, mentales, etc. C'était vraiment un lieu qui devait être terrible. Et l'âme, quand on arrive en haut, c'est vrai qu'on piétine un peu tout parce qu'on ne sait pas, avant de
de connaître l'histoire du lieu, parce que maintenant, ils ont mis des plaques, hein, ils ont mis des choses. Hein, j'y étais pas aussi récemment, mais maintenant, il y a des plaques qui indiquent ce que c'est. Mais avant, on piétinait les lieux, on ne savait pas que c'était des cimetières ou des vestiges. Ou... Il y a une chose qui est sûre, et la jeune Célia va sans doute commencer à comprendre, à découvrir, parce que aller filmer ça, c'est aussi essayer de ressentir ce que les jeunes ont ressenti dans ce bagne, c'est que notre histoire, malheureusement, soit on l'a détruite parce que les lieux ont été détruits, mais il y a eu une volonté aussi de ne pas nous restituer certains éléments de notre histoire, et la démarche que mène Célia à ce niveau-là est tout à fait honorable et merveilleuse. Alors, comment s'est organisée cette expédition? Parce que vous êtes toute une classe, Oui. en fait, toute une option. Oui, oui. Vous êtes combien dans l'option? Je crois qu'on était, la plupart, on était en première. Oui. Du coup, c'était toute la classe de première. On était accompagné de Monsieur Apollodorus et Madame Filin, qui est la professeure des secondes. Et on était aussi accompagné d'un assistant. Et du coup, le projet s'est concrétisé grâce à Monsieur Apollodorus, qui a donc cherché à entrer dans le projet. Et par cela, on a commencé à contacter les historiens, l'écrivaine qui a écrit le roman. On a commencé à contacter les personnes qui étaient venues faire les fouilles au moment où on est parti faire le documentaire. Ah, vous les avez rencontrés là-haut? Oui, on les a rencontrés. D'accord. On peut apercevoir l'un des messieurs qui étaient sur place dans le reportage. Et du coup, ça s'est fait de fil en aiguille. Et surtout, c'est grâce à Monsieur Apollodorus qui a trouvé les contacts pour qu'on puisse... Oui, et donc, est-ce que vous êtes monté comme ces enfants-là à pied jusque là-bas, ou vous avez porté vos affaires, ou est-ce que vous étiez accompagné des porteurs, je ne sais pas, parce que pour filmer en haut, il faut quand même amener le matériel. C'est pas anodin, on ne va pas filmer dans la base sans matériel. Alors, on est montés tous à pied. On a été déposés... Combien de kilomètres? Ah, je sais plus. D'accord. Je sais plus du tout. Mais c'était quand même une sacrée trotte. Au bout d'une vingtaine, oui. On était toute la classe de première et les professeurs. Et du coup, les professeurs, ils portaient le matériel. Il y avait un des élèves qui apportait aussi son matériel. Du coup, on se partageait un peu les charges et les sacs. Mais c'était difficile dans le sens où c'était une montée la plupart du temps. Mais ça va aller. on y est arrivé. Quels ont été les éléments? Bon, il y a eu un scénario qui a été écrit, je suppose, avant, donc les scènes étaient déjà découpées pour être tournées. Là, qu'est-ce que vous avez voulu d'abord montrer? Ce qui est l'endroit, le passé, c'est ça qui était important? Je pense que c'est surtout faire vivre l'histoire, puisqu'on l'a longtemps oublié, comme je l'ai dit. Et de mon côté, ma volonté, c'était surtout de rappeler cette histoire qui a longtemps été oubliée et montrer les vestiges de ce qui nous reste. C'est notre passé, c'est quelque chose qui fait partie de La Réunion et il ne faut pas l'oublier. Et du coup, pour moi, c'était vraiment parler du passé et montrer où c'était. Voilà. Qu'est-ce que l'adolescente que vous êtes a ressenti quand vous êtes arrivé sur ce lieu, rempli bien sûr d'émotions, rempli de sensations et d'histoire? Quelle a été la première sensation que vous avez ressentie? Vous êtes imaginé que vous auriez pu être un de ces jeunes qui ont vécu là? Alors, tout d'abord, j'ai ressenti une grande peine juste quand on a regardé les images des enfants. Bien sûr. Ça a vraiment fait très mal de voir des petits qui avaient à peine 5-6 ans, même s'ils occupaient que du jardinage, ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne demande pas à un enfant qui devrait être à l'école primaire. Et arriver sur les lieux, sur les vestiges, c'était plutôt beau de voir à quoi ça ressemblait, mais c'est surtout quand on est parti vers le cimetière. On ne sait pas vraiment si c'est le cimetière qui a appartenu à Lillette, mais même ça, il y avait quelque chose qui... ça faisait mal de voir ces petites tombes-là, de se dire que c'était des enfants qui sont peut-être décédés à cause des travaux forcés, de la malnutrition et du surmenage qu'ils subissaient. Et de la mauvaise... de la maltraitance aussi. Oui, de la maltraitance. Et du coup, ça a été assez choquant.
c'était pas une ambiance où on était content d'avoir fait une randonnée. On était content d'y arriver au sommet, ça c'est sûr, parce que c'était notre but final. Mais c'était surtout c'est quelque chose qu'on réalise en fait quand on arrive sur place, puisqu'on avait vu des photos. On se rappelait de ce dortoir qui était immense et de voir à quoi ça aurait pu ressembler. Mais on imagine ces enfants-là qui ont une routine, dodo, manger et travailler pour un tel et aller faire la prière et recommencer ça chaque jour. Et je me dis que je me sens tellement privilégiée aujourd'hui en tant que enfant d'aller... certes, j'ai ma routine, mais c'est une routine qui me plaît amplement. Alors que ces enfants-là, ils n'avaient pas choisi d'être là-bas, déjà. Et pour moi, je pense que la plupart, ces petits de 4-5 ans, ils n'avaient pas commis un crime extraordinaire pour mériter cela, voilà. Et qu'est-ce qui a été filmé là-haut ? Alors, qu'est-ce que vous avez filmé là-haut ? On a surtout filmé les fouilles, les vestiges qu'on avait retrouvés. On a filmé aussi le sentier. Du coup, on nous voit suivre le chemin. Puisqu'on on nous voit suivre le chemin. Et aussi, on a interviewé les différents acteurs du projet. Et du coup, on voit en fait l'endroit, on voit ce qui reste, et il y a aussi des images papier qui ont été incrustées dans la vidéo, et du coup qui nous permet de mieux comprendre comment était disposé l'endroit, où était, on va dire, l'abattoir, ou je sais pas, où étaient les dortoirs. Et du coup, c'était plutôt filmer les vestiges, comprendre ce que étaient en train de faire les archéologues, je ne sais pas si je peux dire ça. Oui, c'est ça. Les archéologues, et du coup, voilà. Ça peut être des archéologues ou des paléontologues. Oui, ça dépend. S'ils avaient le pinceau ou pas le pinceau. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Qu'est-ce qui reste dans ces recherches, dans ces fouilles, dans ces images ? Pour Célia Aberbi-Maillot, qu'est-ce qu'elle a gardé en elle ? Alors, déjà, je suis contente d'avoir appris qu'est-ce qui était le bagne de l'île à Guillaume. Et ce que je garde le plus, on va dire, c'est le chemin qu'on a dû traverser, parce que je me dis que c'est un chemin que des petits garçons, des petits garçons de 4-5 ans ont dû traverser en savate, pieds nus la plupart du temps. Nous encore, on était équipés, on avait de quoi boire, c'est juste, je retiens tout le labeur que ces petits ont dû subir, parce que avant, l'éducation pensait qu'un enfant qui était dans la dérive devait être traité comme cela, et je trouve que c'est une bonne morale pour l'éducation de maintenant, et surtout pour juste l'État, de comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être infligées à des enfants, parce que on n'a pas le corps, on n'a pas le mental pour subir, et je pense qu'aucun être a le mental pour subir ce que ces enfants ont subi là-bas. On subit, de toute façon, oui. Et c'est aussi une bonne chose, qui a permis de faire avancer le droit de l'enfant, qui, avant, c'est vrai que, on ne faisait pas trop de différence sur le travail des enfants. Ça a duré quand même bien longtemps. Et jusqu'à nos jours, il y a des pays où on a encore... Si on faisait la différence sur le travail des enfants. Mais ça dépendait de quelle société on était et de quelle couleur on était aussi. Oui. Ça, c'est les deux points qui étaient importants. Oui, aussi. Effectivement. Alors, on peut encore une question à Célia. Alors, cette option, elle t'a apporté quoi ? Parce que là, on a cru comprendre que tu es en terminale, que tu vas finir, que tu regrettes de ne pas faire partie de ceux qui vont faire l'aspect. Mais si tu devrais conseiller à d'autres de choisir cette spécialité cinéma, qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Tout d'abord, comme je l'ai dit, ça a permis de changer ma vision sur le métier futur que j'ai envie de faire. Du coup, maintenant, j'ai envie de devenir réalisatrice ou scénariste. Et ce qui est, on va dire, enrichissant, ce que peut apporter l'option et même la spécialité, c'est que pendant 3 ans encore, je crois, on a un partenariat avec la FEMIS, qui est l'une des écoles de cinéma les plus connues en France. Et du coup, ce partenariat-là nous permet d'être suivis pendant 5 ans après le bac. Et je trouve que c'est une opportunité
grandiose de pouvoir être suivi par une école aussi prestigieuse et surtout de pouvoir entrer dans l'infirmice par des portes différentes qu'on pourrait connaître, puisqu'on connaît le grand concours qui est très sélectif. Et justement, on a appris qu'il y avait plusieurs petites portes pour y entrer. Et surtout, faire l'option, surtout avec les professeurs qu'on a, avec M. Apollodorus, Mme Ménanto et Mme Filin, c'est vraiment découvrir le cinéma d'une autre façon. On l'imagine pas vraiment, on imagine le cinéma, les gros blockbusters, les Marvel et tout ça. Et ce qui est, je trouve, enrichissant avec nos professeurs, c'est qu'on découvre le cinéma d'où il vient, des Frères Lumière, et on arrive jusqu'aux films d'aujourd'hui, mais des films qui sont indépendants, qui sont d'auteurs, qui sont des films rayonnés. Et ça permet surtout une ouverture, on va dire, au monde culturel et au monde du cinéma. Et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui ont la possibilité de faire l'aspect de venir au lycée. Une chose, c'est que c'est vrai que lorsqu'on parle des Frères Lumière qui ont donc qui ont lancé qui a fait le premier, non, je crois même pas que ce soit le premier film. L'entrée en gare du train, c'est pas non, Lumière. C'est pas le premier. J'ai oublié le nom. Je m'étais rappelé du nom, et là je viens de l'oublier. Ça va revenir. Mais c'est vrai que cette entrée de train dans un gare, et lorsqu'on a vu les spectateurs partir en courant lorsque le train rentrait, ça marque les esprits. Mais c'est vrai que les Frères Lumière ont amené le cinéma, mais surtout aujourd'hui, se dire à quoi ça sert ces images. Préserver l'histoire, montrer les choses, c'est quelque chose que le cinéma fait. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'évolution numérique surtout, c'est plus la même façon de faire de la télé, de faire du cinéma. Oui. On a changé. Quand on regarde les films des années 20, 30, les films de Pagnol par exemple, La femme du boulanger, entre autres, ou bien la trilogie de César, Fanny et Manon des Sources, Jean de Florette. Ouais. Jean de Florette avant, Manon des Sources après. Il y a une façon de filmer qui a changé. Je ne sais pas si aujourd'hui la génération de Célia s'intéresse plus à la façon de filmer, aux intégrations ou à mettre tout ce qui est numérique. Qu'est-ce qu'on aime regarder normalement? Je pense que la plupart du temps, maintenant, on apprécie beaucoup la numérisation, tout ce qui est les effets spéciaux. Mais après, je trouve que c'est important justement, comme vous l'avez dit, de ne pas oublier que le cinéma, ça a un passé. Le cinéma, ça a commencé quelque part. Et justement, de voir, par exemple, quand on voit les premières, on va dire... comment on appelle ça ? Les premiers effets spéciaux qui étaient faits avec les filtres qui étaient superposés. On se dit qu'avant, c'était quelque chose d'incroyable de voir ça. On se croirait au temps de la préhistoire. Voilà. C'est ça qui est surprenant souvent. Et que maintenant, avec des clics sur un ordinateur, même si c'est un travail que je respecte, parce que c'est quand même un travail assez lourd, je trouve que c'est comme important de se rappeler qu'à un moment, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et une des choses que j'ai toujours gardé en mémoire, parce que j'ai eu aussi l'occasion au collège de travailler sur un petit film, c'est Le galop du cheval. Oui. Et c'était juste de trouver la bonne façon de taper sur la table. Et ça, c'est magnifique, parce qu'à chaque fois qu'on se dit que quand on est devant une image, on entend le bruit, tout ça se mélange, donc on vit mais quand on le construit, c'est pas quand on construit l'image et le son, c'est pas la même chose. Je veux dire quelque part aussi, on perd la féerie de la télé et du cinéma. Mais encore une fois, il faut pas tout mélanger. Mais avant, il faudrait dire qu'on avait des acteurs et qui jouaient. Aujourd'hui, on a des gens où la caméra tourne autour. Quand on regarde les premiers fantastiques, les premiers vampires, et là, on s'aperçoit que voilà, sans image de synthèse, les effets spéciaux étaient très spéciaux. Exactement. Les premiers, là, je me souviens des premiers Dracula qu'on a vus. Nosferatus. Oui. Nosferatus. Nosferatus, d'ailleurs. Frankenstein. Oui. Et quand on les regarde à nouveau, et là, on s'aperçoit. On mesure le pas, on mesure ce fossé qu'il y a maintenant avec le numérique. Parce qu'aujourd'hui, le numérique crée les personnages, donc on n'a même plus besoin de faire d'effets spéciaux, il faut juste créer. Modéliser. Modéliser. Oui, mais les symboles sont restés. Il y a quand même des symboles qu'on utilise au cinéma pour faire croire, pour poser des choses
qui restent quand même. Il y a quand même des choses Et puis il y avait cette technique au cinéma, il y avait le bruitage, il y avait l'ombre sur le mur. D'accord. Et ça suffisait à créer l'émotion, la sensation. Donc ça aussi, dans tous les films que Célia a vus, quels sont les films qui ont marqué son enfance et son adolescence? Mon enfance, je ne sais pas. Mais mon adolescence, ça va être une saga de vampires qui s'appelle Twilight. Twilight, oui. Alors, elle m'a marquée dans le sens où c'était les premiers films que j'ai réellement suivis. Mais justement, ce que j'aime bien maintenant, avec mon regard qui est différent sur le cinéma, c'est que maintenant, quand je re-regarde un Twilight, j'arrive à me dire, ça c'est mal fait, ça va pas, le scénario, il n'a aucun surtout sens. Quand ils arrivent par les... Oui. Et surtout que... Sur les arbres, là. Juste le scénario, on se remet en question, on se dit, mais ça n'a aucun sens. C'est un homme de 100 ans qui sort avec une jeune fille de 17 ans, il faut se poser des questions à un moment. Et du coup, on va il n'a dire pas pris une ride. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas si tu étais de la team des loups-garous ou de la team des vampires, parce que chacun avait sa team quand on suivait. C'est pas la même chose. C'est vrai que Édouard est resté intact. Mais du coup, on va dire, j'ai été bercée dans les films assez basiques, les Marvel. J'ai suivi ça toute mon enfance. Et c'est plutôt en grandissant, justement, que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma indépendant. Et au cinéma un peu moins, vous voyez, qui est fait pour vendre. C'est plutôt un cinéma qui est fait pour faire passer un message. Et je pense que un des films qui me marque le plus, que je retiens de maintenant, c'est un film qui s'appelle Patterson de Jim Jarmusch, qui est sorti en 2016. Et c'est, on va dire, l'un de mes films préférés parce que c'est un film tellement simple qui montre juste la beauté de la vie en général. Et je trouve que c'est ça qui manque, on va dire, au cinéma d'aujourd'hui, c'est de faire passer ces messages simples. Voilà. Un jeu de caméra qui se contente de filmer et l'acteur qui joue. Voilà, c'est juste, on suit ce personnage-là pendant toute sa semaine. Il n'y a pas un monstre qui va débarquer, quelqu'un qui va être tué, c'est juste, on suit sa vie avec sa femme, son chien, et lui qui écrit des poèmes. Et je trouve que c'est juste, cette simplicité-là qui manque, on va dire, dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire juste de partager la vision du réalisateur dans les films. Et je trouve qu'on perd un peu ça. Mais une écriture poétique, quand même, oui. parce que sa vision simple... Oui, une vision artistique. On va marquer une pause pour attendre, pour après revenir, pour continuer cette discussion, et surtout voir le document que vous avez amené. On va continuer sur ce sujet juste après. On marque une pause, on se retrouve juste après. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Ne laissons pas passer le temps. Notre terre pleure de désespoir. Elle souffre depuis si longtemps. Avez-vous vu tout ce qu'on jette dans nos forêts, sur nos chemins? Il faut sauver notre planète, il faut agir avant demain. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, couvrir de fleurs les jardins de la vie. L'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. les vents s'abattent sur nos terres. L'orage gronde au firmament. Le volcan rugit de colère et le ciel pleure évidemment. C'est notre terre qui nous appelle à créer de nouveaux matins pour que
notre vie soit plus belle, nous devons nous donner la main. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, couvrir de fleurs les jardins de la vie. C'est notre terre qui nous appelle à créer de nouveaux matins. Pour que notre vie soit plus belle, nous devons nous donner la main. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, couvrir de fleurs les jardins de la vie. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, couvrir de fleurs les jardins de la vie. Pour que tourne la terre, souffle le vent, et le feu, coule la c'est tout rivière, ce qu'il brûle nous le faut feu du volcan. pour être heureux. Ouvrir nos cœurs à l'infini, la terre et le feu, couvrir de c'est tout ce fleurs qu'il les nous faut jardins de la pour vie. être heureux. Couvrir de C'est tout fleurs ce qu'il les nous jardins de la vie. Pour être heureux, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. J'étais professeur à l'université de La Réunion de 1971 à 2006. Ça remonte. J'étais aussi directeur régional pour la recherche et la technologie. La CIRAD. Non, c'est général, c'est au D'accord. niveau de l'État. À l'origine de la fête de la science, ça c'est la semaine prochaine. Science à Réunion aussi, enfin, etc. Et de la Plamédome. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis venu, je fais partie donc de la Plamédome, on a fondé ça avec, en 1999 avec Claude Maraudon. Mais bon, il y a un gros volet qui est le Zerbage, le Zerbage pays, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a encore des huiles essentielles et des plantes aromatiques donc à reconsidérer à l'île de la Réunion. Qu'est-ce qu'il y a à dire justement aujourd'hui sur l'évolution que doit prendre le Zerbage pays, la façon qu'on a d'utiliser les plantes vis-à-vis des pathologies, comment la Réunion doit concilier son potentiel en matière de plantes et j'allais dire, le fait qu'il existe des médicaments également, il y a les pharmacies, il y a les médecins, comment faire en sorte de trouver le bon équilibre entre ces méthodes. Oui, alors le bon équilibre. Alors avant, il faut savoir que, tout le monde le sait, il y avait une herboristerie de toute façon, en France, en Europe et partout, qui permettait aux personnes, bien souvent d'éviter d'aller voir le médecin, le pharmacien, et de se soigner par les plantes. Les pathologies sont nombreuses. On ne parlait pas encore vraiment d'huile essentielle, mais il y a des principes actifs dans les plantes qui sont bien supérieurs et bien meilleurs que tout ce qui est antibiotique. Et heureusement, avec la Plamédome, on a pu faire reconnaître 22 plantes locales pour les inscrire à la pharmacopée française. Alors ça, c'est du ressort, c'est vrai, c'est du ressort des pharmaciens. Mais c'est très bien que ce soit du ressort des pharmaciens, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes, si on a pu les reconnaître, c'est grâce aux tisaneurs.
Parce qu'eux ont un savoir qu'ils suivent de grands-parents en oncles et tantes, j'en oublie. Voilà. Et donc, c'est par leur expérience qu'on a pu faire reconnaître ces plantes. Quand toutes les vertus, je ne vais pas les tout citer, parce que d'abord, premièrement, je suis chimiste, biochimiste, mais je ne suis pas tisaneur, et pas pharmacien également, vous voyez. Mais ça, c'est une chose. Alors, à La Réunion, c'est un cas particulier. À La Réunion, les pharmaciens, et par le biais de la Plamédome, et les tisonneurs s'entendent parfaitement. Une plante qui est reconnue à la pharmacopée, en principe, ne devrait être vendue que dans la pharmacie. Ce n'est pas le cas à La Réunion. On essaie de les mettre dans le domaine public. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit Claude Marodon, le président, avec François Thibert, notre ami. Vous voyez, tout ça, c'est très, très, très important. Et on va y arriver.